America should keep out, and I know I will. If war breaks out in Europe, I think that this country should heed the advice of its first president and avoid all foreign entanglements. I haven't the slightest idea of European affairs. C'est une attaque surprise qui fit entrer à contre-cœur l'Amérique en guerre en 1941. Pendant 20 ans, les États-Unis avaient choisi de rester à l'écart des affaires du monde. En 1917, les États-Unis entraient dans la guerre. L'année suivante, avec des troupes fraîches et une tactique nouvelle, les Américains venaient renforcer les Français et les Britanniques épuisés par un conflit sanglant et interminable. L'intervention américaine avait renversé le cours de l'histoire. En novembre, l'Allemagne cessa les hostilités et demanda la paix. En janvier 1918, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, avait dicté les termes de l'armistice et promis aux Allemands une paix magnanime. En décembre, en France, des foules en extase saluèrent en Wilson le pacificateur. Mais à la conférence de la paix à Versailles, en juin 1919, la France et la Grande-Bretagne voulaient se venger. Le traité de Versailles imposé aux Allemands fut un châtiment. Wilson avait cédé, mais il craignait que le traité ne contint les germes d'une autre guerre. Quelques années plus tard, en 1927, pour célébrer le 10e anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis, le Premier ministre français, Aristide Briand, proposa aux Américains de conclure un traité mettant la guerre hors la loi. En réponse, le secrétaire d'État américain, Kellogg, proposa d'ouvrir ce traité à d'autres nations. Le pacte Briand-Kellogg fut signé à Paris le 27 août 1928 par 65 pays. Faute de moyens pour le mettre en œuvre, ce n'était qu'un vœu pieux. À vrai dire, on voit mal les... Certains Américains avaient un penchant profond pour l'isolationnisme. Ils se méfiaient de l'Europe et cette méfiance s'était envenimée pendant la Première Guerre. Elle avait été exacerbée par les clauses du traité. On disait que tout ce que les Américains avaient gagné à faire cette guerre, c'était la grippe, cette épidémie de grippe terrible qui a fait tellement de victimes. La guerre avait apporté la prospérité à l'industrie américaine qui avait fourni des armes aux Alliés. La paix revenue, une production massive, avait favorisé la consommation intérieure et créé des richesses. Mais cette richesse américaine des années 20 était loin d'être également répartie. Les plus mal lotis étaient les cultivateurs, un quart de la population de l'Amérique. Dans les années 20 et 30, les prix firent une chute verticale. Dans les États agricoles, la crise était aggravée par la sécheresse. Des millions de familles étaient dans la misère. 1929, la bourse s'effondre. L'Amérique et la plus grande partie du reste du monde sombrent dans la grande crise. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. L'économie avait perdu l'équilibre. Pendant les années 20, les salaires étaient très en retard sur la productivité et les bénéfices. Trop d'Américains n'avaient pas les moyens d'acheter les marchandises qu'ils produisaient. En 1932, l'année la plus cruelle de la crise, les salaires de ceux qui avaient du travail tombèrent à 20, 10 et même 5 cents de l'heure. Cet hiver-là, selon une estimation de la revue Fortune, un tiers de la population n'avait aucun revenu
et le peu de protection sociale qui existait à l'époque commençait à s'effondrer. Il est difficile de décrire cette période. Les usines qui produisaient par exemple des radios fermaient. Les travailleurs qui voulaient travailler n'avaient pas d'emploi. Les gens qui auraient tant voulu avoir une radio chez eux n'en avaient pas les moyens. C'était une stagnation complète, une paralysie. L'économie n'était pas seule responsable de cette situation. Les temps étaient terriblement durs. Des gens qui avaient été riches se suicidaient parce qu'ils avaient tout perdu. D'autres vendaient des pommes au coin des rues. C'était le désespoir. Jusqu'à l'arrivée du New Deal, un désespoir profond qui semblait sans rémission. On se demandait tout le temps comment gagner sa vie, comment ramasser quelques sous en plus. On avait peur de perdre son boulot tellement c'était difficile d'en trouver un autre. Je me rappelle comment je traînais dans les rues de Minneapolis pour essayer de trouver des petits boulots, ouvreur de cinéma, marchand de chemises. On ne pouvait pas y échapper. On luttait pour survivre dans le pays le plus riche du monde. C'était absurde. 1932, année électorale. Franklin Roosevelt était pour les démocrates un chef qui avait un projet politique. Il était sensible au sort de l'homme oublié, celui qui est au bas de la pyramide économique. It looks, my friends, like a real landslide this time. Herbert Hoover leaves the White House for the last time as president to share the car of America's president-elect in the traditional ride down Pennsylvania Avenue to the steps of the Capitol and inauguration ceremonies. Les rapports entre le président sortant et mon père n'étaient pas précisément cordiaux. C'est en silence qu'ils sont allés de la Maison-Blanche au Capitole, le nouveau président saluant de la tête, du chapeau et de la main. Le président sortant donnait l'impression d'avoir avalé un parapluie. Ce qui dominait dans tout cela, ce qu'on se rappellera jamais, c'est l'air grave, anxieux des gens tout au long de la route jusqu'au Capitole. On se rendait compte que l'on vivait dans un pays où l'on pouvait arriver par des moyens pacifiques à un changement aussi fondamental. Quand on avait besoin d'un chef, on trouvait un chef et un programme qui permettait de surmonter les principales difficultés que nous avions rencontrées. This is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, frankly and boldly. Nor need we shrink from honestly facing conditions in our country today. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Roosevelt est certainement le premier président médiatique et, je crois, à mon avis, le plus grand. Il a utilisé la radio, pas la télévision, parce que c'est pas l'époque de la télévision, mais il a utilisé la radio comme instrument politique, comme jamais un président depuis a fait, même Kennedy et même Reagan qui est le meilleur depuis Roosevelt. Et pour Roosevelt, qui, comme vous savez, est un infirme, la radio est l'instrument politique parfait, parce qu'il a une voix très puissante, très chaleureuse, qui donne confiance dans une nation qui a grand besoin de confiance psychologique à cette époque à cause de la situation de crise économique, et il le donne avec la radio. To take 4 million men from the breadlines and give them jobs which will provide for their families, President Roosevelt has allotted $400 million to the Civil Works Administration, headed by Harry L. Hopkins. President Roosevelt has organized the Civil Works Administration. He has instructed me to put 4 million men to work in 30 days. These men will not receive charity, but regular work.
thereby becoming self-sustaining American citizens. Les Américains voulaient un chef et le changement. Roosevelt leur donna les deux. Son New Deal fut la période de réforme la plus intense de l'histoire de l'Amérique. And for every man who gets a job, an average family of 4 will again become self-supporting, removing the specter of hunger from 4 million American homes. Pour résorber le chômage, on mit en route un énorme programme de travaux publics, comme le barrage de Grand Coulee. Well, the world has 7 wonders that travelers always tell. Some gardens and some flowers, I guess you know them well. But now the greatest wonder in Uncle Sam's fair land is the King Columbia River and the big Grand Coulee Dam. She heads up the Canadian mountains where the rippets in the west, and the big Grand Coulee country is the land I love the best. Il y avait un gros trou monstrueux, là, plus gros que vous pouvez l'imaginer. Quand vous descendiez là-dedans, tout le monde, vu du trou, ressemblait à des mouches. Partout où l'on regardait, il y avait quelqu'un au travail. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était grand, vous savez. À ce moment-là, ça nous paraissait imposant. Ce que Roosevelt a vraiment fait avec le New Deal, c'est injecter un sang neuf à tout le monde. On savait qu'il y avait de nouveau quelque chose pour quoi on pouvait vivre. On savait qu'on n'allait pas mourir. Ce qu'il fallait faire, c'était se remuer, se mettre au travail. Pour Roosevelt, faire sortir l'Amérique de la crise était la priorité des priorités. Il est difficile d'imaginer, à l'exception de l'arrivée d'Hitler et de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait, il est difficile d'imaginer quoi que ce soit qui exigeât l'attention de l'Amérique au même degré que ses problèmes intérieurs. Il y avait aussi le fait que l'Amérique était une nation d'immigrants. Au cœur de l'Amérique, dans le Middle West, l'isolationnisme était un genre de vie. Ces gens que je connaissais et avec qui j'ai grandi, ceux de la haute vallée du Mississippi, étaient partis d'Europe non seulement pour avoir plus de terres, mais aussi pour ne pas faire le service militaire obligatoire, pour ne pas avoir sur le dos les interminables querelles de l'Europe. Il n'y a pas de province en Europe qui n'ait pas baigné dans le sang à un moment ou à un autre. Ces gens voulaient se construire une nouvelle vie. Ici, c'était la terre promise et de toute façon, matériellement, la vallée du Mississippi devait leur sembler l'endroit au monde le plus loin des querelles de nations. C'était pas de la bêtise, de l'ignorance, c'était une nouvelle façon d'essayer de vivre. J'ai grandi avec ça et le mouvement isolationniste y mûrissait tout naturellement. La Première Guerre mondiale avait laissé un souvenir douloureux. Les Américains croyaient qu'eux seuls, parmi les belligérants, avaient fait la guerre pour des raisons altruistes. À la fin, ils eurent le sentiment qu'ils avaient été trahis. Trahis par le règlement de paix. Trahis par le refus des Alliés de payer leurs dettes de guerre. La France, principalement, refusait de payer à l'Amérique les 4 milliards de dollars qu'elle lui devait. La raison, l'Allemagne ne payait pas les réparations qu'elle devait à la France. Cette affaire de dette de guerre empoisonna les relations franco-américaines pendant plus de 10 ans. D'autant plus qu'en 1924 et en 1929, les plans Dawes et Young allégeaient sensiblement les dettes de l'Allemagne. La France en ressentait un sentiment d'injustice. Les films de Hollywood renforçaient l'isolationnisme des Américains. Je me souviens d'être allé au cinéma quand j'étais petit garçon. C'était pour voir à l'Ouest rien de nouveau. Et j'ai été horrifié par les carnages de la guerre de 14. J'ai ressenti un sentiment de désespoir en voyant le visage des soldats. Je me suis dit que jamais plus notre pays ne devrait se laisser entraîner dans des aventures aussi épouvantables. Le refus de se laisser engager à l'étranger conduisit 12 millions d'Américains à adhérer au mouvement de la paix, alliance des isolationnistes et des pacifistes. Ce mouvement avait ses porte-paroles au Parlement.
want no war. We'll have no war, save in defense of our own people or our own honor. There is but one war that I would like to see this world engage in. That is a war which would find civilization making war against the private munitions makers the world over. Hollywood participa à la diffusion de l'idée que l'Amérique avait été insidieusement entraînée dans la guerre par une alliance diabolique de politiciens, de banquiers et de marchands de canons. I don't like evasions. There's too much of that stuff going on right now. All right, then, let's get down to business. Munitions is our business, and it's up to us to make it America's business. What good are steel and shell and shrapnel if there's nothing to shoot at? There's too much sentimental talk about the last war. What did it really cost us? 400,000 casualties. Nothing. It gave us the greatest year of prosperity any nation's ever had. But that war is worn out. There's another one in Europe now, and every minute we delay getting into it is costing us $1 million. As a matter of fact, all we need is a good slogan. Country's honor. There's your perfect slogan. Gigantic. That's just what we need. With plus to the country. Superb. The lifeblood of America. Save your country's honor. Save our industry. Save our industry. And you brought that to the world. You made the iron in En 1934, le Sénat ouvrit une enquête sur l'industrie de guerre. Jour après jour, les industriels venaient se faire entendre en audition publique pour répondre des accusations d'avoir poussé à la guerre pour augmenter leurs bénéfices. On commença à s'intéresser aux marchands de canons lorsqu'on apprit comment ils avaient opéré pendant la guerre. On avait le sentiment qu'ils avaient vraiment eu une influence perverse. Les auditions conduisirent le Parlement américain à voter une série de lois qui contraignaient les États-Unis à rester neutres en cas de guerre entre d'autres nations. Roosevelt signa la loi de neutralité, bien qu'elle lui interdisît de faire la différence entre agresseurs et victimes d'une agression. Ces lois firent comprendre que le sentiment isolationniste était très puissant, que nous étions sortis d'une guerre et que nous ne voulions pas entrer dans une autre. Le but était de faire savoir au monde que s'il y avait une autre guerre en Europe, nous comptions bien rester à l'écart. À l'étranger, l'ordre mondial s'écroulait. Quand Mussolini envahit l'Abyssinie en 1935, la loi de neutralité fut appliquée aux deux belligérants. L'année suivante, Hitler réoccupa la Rhénanie, violant ouvertement le traité de paix. En Chine, les forces japonaises avaient occupé la Mandchourie et attaquaient Shanghai, où les États-Unis avaient d'importants intérêts commerciaux. Les bombardements montrés aux actualités cinématographiques firent peur aux Américains, mais le gouvernement de Roosevelt ne fit rien contre les Japonais. Tous ceux d'entre nous qui se trouvaient à ce moment-là en Chine et qui ont vu ce qui se passait étaient scandalisés. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Évidemment, nous pensions qu'on avait tort de ne pas appliquer des sanctions. Nous fournissions la plus grande partie du pétrole du Japon. Nous fournissions au Japon des matières premières pour faire la guerre, de la ferraille, etc. Nous leur vendions des moteurs d'avion, je crois, et divers matériels. Alors nous pensions que le minimum, quand même, c'était d'arrêter l'aide au Japon. En octobre 1937, à Chicago, cœur du pays isolationniste, Roosevelt essaya de changer de direction, de réveiller l'Amérique et de donner un avertissement aux agresseurs. Son message est connu sous le nom de « Discours de la quarantaine ». War is a contagion, whether it be declared or undeclared. It can engulf states and peoples remote from the original scene of hostilities. And mark this well, when an epidemic of physical disease starts to spread, the community approves and joins in a quarantine of the patients. America hopes for peace. Therefore, America actively engages in the search for peace. Le pays était isolationniste.
Mon père le savait, il en connaissait les dangers. Il avait le sentiment que le moment était venu d'agir en chef. Il voulait montrer par un discours qu'il avait pris une nouvelle direction et que celle-ci reposait sur une base solide. Après ce discours, je crois qu'il s'est demandé s'il l'avait fait au moment voulu. Les partisans de Roosevelt se firent discrets. Les parlementaires isolationnistes menaçaient de le faire passer en jugement. Il était trop en avance sur l'opinion publique. Ne réagit pas. D'abord, il y a eu une grande explosion. 3 bombardiers lourds sont passés au-dessus et là, ils ont largué toute leur cargaison sur nous. Il y avait tout un tas de blessés, plusieurs mitrailleurs hors de combat. Alors j'ai essayé de charger une des mitrailleuses et pendant ce temps-là, j'ai été atteint aux 2 mains. Le capitaine était gravement blessé, la hanche brisée, alors je suis monté à la passerelle pour prendre le commandement. Les Japonais pouvaient vraiment pas dire qu'ils s'étaient trompés. Nous avions 2 grands drapeaux horizontaux, un sur la poupe et l'autre sur la proue. Impossible qu'ils n'aient pas vu qui nous étions. Le commandant Anders en réchappa, mais le bombardement avait fait 2 morts. Pourtant, l'Amérique accepta les excuses du Japon et l'assurance que l'attaque était une erreur. Il est probable que les Japonais voulaient éprouver le sang-froid des Américains. Commanding 70,000 troops of the First Army, General Hugh A. Drum denounces an arms shortage that forces drill with wooden weapons, but points out that Germany, before rearming, trained millions with pasteboard cannon and make-believe machines. Alors que les crises internationales se succédaient, l'Amérique commença à regarder du côté de ses défenses tristement négligées. L'armée était moins importante que celle de la Roumanie. Elle comptait 227 000 hommes et il n'y avait d'équipement que pour 1/3 d'entre eux. There is far to go. And with each silent non-firing of the non-loaded trench mortar guns, there is explosive appeal for speed in making this nation strong. Quand Chamberlain rend visite à Hitler pendant la crise tchécoslovaque en automne 1938, l'Amérique reste fermement à l'écart. Plus tard, après la conférence de Munich, et plus encore après l'invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler, Roosevelt aurait souhaité agir. Mais l'opinion publique américaine ne s'intéressait qu'à l'exposition mondiale de New York. Je me souviens très bien de l'exposition universelle. J'avais 16 ans et j'étais lycéen. L'exposition n'était qu'à 4 ou 5 kilomètres de chez moi. I am a smart fellow, as I have a very fine brain. Il y avait un sens très aigu d'exubérance à propos de l'expo, une promesse du monde de demain. D'ailleurs, ce qui avait le plus de succès, c'était le Futurama de General Motors. Une sorte de rêve autour de la civilisation urbaine. And now we have arrived in this wonder world of 1960. The World's Fair exhibit, modeled with such artistry and skill that we must continually remind ourselves the world we are now seeing is a vision. J'imagine que ce sentiment d'espoir et d'exaltation était dû en grande partie au fait que les États-Unis, du moins le croyaient-ils, étaient protégés des ennuis de l'Europe par 5000 kilomètres d'océan. Ils pouvaient imaginer leur lendemain dans un pays qui désormais se ficherait de l'étranger. I wonder if the years ahead will be as bright as this. We haven't seen anything yet, darling. Why, all this is merely a sample of the real world of tomorrow.
Lorsque la guerre éclata le 1er septembre 1939, les partisans de la neutralité absolue commençaient à fléchir. Le jour où la France et l'Angleterre déclarèrent la guerre à l'Allemagne, Roosevelt s'adressa à la nation. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. Well, of course, his sympathies from the beginning. Bien sûr, dès le début, ses sympathies allaient évidemment à la France, à la Grande-Bretagne et aux Alliés. Quand la guerre a débuté, il a commencé en douceur, mais avec persévérance à aider les Français et les Anglais autant que possible, compte tenu du sentiment isolationniste qui existait encore. Un mois après que les Allemands ont envahi la Pologne, Roosevelt réussit à faire annuler par le Congrès l'embargo sur les armes. Selon la loi appelée cash and carry, payer comptant et emporter. The Allies have thus an inexhaustible supply of planes and other war materials. Les isolationnistes continuèrent à se battre contre tout engagement direct en Europe. Like so many Americans, I too am wishing for victory for one side engaged in Europe. But I'm wishing more than for that, for the avoidance for my country of the waste, the cost, the debt, the futility, the deaths, the cripples, and the heartbreak that can be America's only reward for participation in another European mess. If they feel like a war on some foreign shore, let them keep it over there. If some fools want to fight and think might makes right, let them keep it over there. From coast to coast you'll hear a million mothers pray. Whatever happens, please don't send my boy away. Wherefore you, Uncle Sam, but stay out of that jam. Let them keep it over there. L'été 40, l'Angleterre reste seule contre l'Allemagne. The insistent demand of the British public for action brings into power Winston Churchill, man of action. Churchill demanda à Roosevelt une aide immédiate pour les forces britanniques mal équipées. Roosevelt temporisa. Il se présentait de nouveau aux élections. Il craignait que son aide à la Grande-Bretagne ne lui fît perdre des voix. Pour renforcer leur action de retardement, les isolationnistes formèrent un nouveau mouvement, l'Amérique d'abord, avec une propagande sans mesure. C'est la dictature dans tous les pays en guerre. Si nous nous en mêlons, notre pays deviendra immédiatement une dictature militaire. Notre liberté historique, acquise à tant de peine, serait perdue peut-être à tout jamais. Allons-nous de nouveau nous battre pour de douteuses démocraties étrangères ou rester à l'écart et sauvegarder notre démocratie authentique? La folie de la guerre, là-bas, ou ici l'emploi, la paix et le progrès. Voilà notre choix. Le Parlement est le serviteur du peuple. Il doit nous écouter. Envoyons des millions de lettres à nos députés pour qu'ils ne votent aucune mesure qui pourrait nous entraîner dans la guerre. Faites bien comprendre qu'un peuple en colère se révolte contre tout ce qui pourrait envoyer nos hommes ou notre argent pour faire la guerre en Europe. Que chaque train qui va à Washington des 4 coins du pays apporte notre consigne au Parlement, non à la guerre. Les informations qui nous parvenaient d'Angleterre nous incitaient à penser qu'il y avait de grandes chances pour qu'elle n'en réchappe pas. Ce qui était fondamental, à mon avis, c'est que nous soyons prêts à ramasser les morceaux. Nous espérions pouvoir être un pays solide, assez distancié pour pouvoir aider à la réorganisation du monde. Pour moi, c'était très, très important. That was very, very basic in my thinking. In New York, Charles A. Lindbergh, who has since submitted his resignation as colonel in the Army Air Corps, speaks to a rally of the America First Committee. France
has now been defeated, and despite the propaganda and confusion of recent months, it is now obvious that England is losing war. I believe that... And I have been forced to the conclusion that we cannot win this war for England regardless of how much assistance we send. That is why the America First Committee has been formed. It was a short-sightedness. Courte vue et égoïsme, et si j'ose dire, incapacité à voir ce qui était en jeu, le danger que nous courions. Nous ne pouvions pas nous permettre de laisser Hitler gagner la guerre. Avec l'Europe derrière lui, il aurait pu nous faire la guerre pendant une génération. Après la capitulation de la France, Roosevelt envoya l'amiral Leahy comme ambassadeur à Vichy. Les ordres donnés à Leahy par Roosevelt étaient de faire tout le possible pour empêcher que Pétain collabore avec l'Allemagne. Mais Leahy, ne connaissant pas la France, ne connaissant pas la langue française, n'avait rien compris. Il n'a jamais compris que De Gaulle puisse représenter la vraie France, et il n'a pas soupçonné exactement la vraie politique de Pétain. C'est l'évolution de la guerre, plus que les appels et les arguments des hommes politiques, qui ont provoqué l'échec des isolationnistes. Les bombardements sur l'Angleterre provoquèrent une vague de sympathie dans toute l'Amérique. I'm speaking from London. It is late afternoon, and the people of London are preparing for the night. Everyone is anxious to get home before darkness falls, before our nightly visitors arrive. Here they come. These are not Hollywood sound effects. This is the music they play every night in London, the Symphony of War. The British are heartened by inspiring news from America. 50 destroyers are added to their fleet. En septembre 1940, Roosevelt réussit à court-circuiter l'opposition parlementaire et échangea 50 contre-torpilleurs pour des bases cédées par la Grande-Bretagne. Mais 1940 était une année électorale. Roosevelt faisait campagne pour un 3e mandat et il prenait bien soin de ne pas trop devancer l'opinion publique. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. À vous, mères et pères, je vous en donne l'assurance encore une fois. Je l'ai déjà dit et je le redirai autant de fois qu'il faudra. Vos garçons n'iront pas faire la guerre à l'étranger. Il ne disait pas « sauf en cas d'attaque », ni « sauf si ». Je l'ai entendu à la radio. Il était applaudi et je me suis dit deux choses. Il doit être sincère, mais comment va-t-il s'en tirer? Il avait vraiment un côté retors. Et ça, on l'a vu clairement pendant ces mois-là, en 40 et en 41. C'était parce qu'il était dans une situation où, même s'il ne se l'avouait pas à lui-même, il était en train de conduire le pays à la guerre et il ne pouvait pas le dire. Peu avant le jour de l'élection, il fit le pari que les électeurs accepteraient la conscription par tirage au sort. The first number drawn by the Secretary of War is serial number 158. The first number and a mother's scream flash across the nation. In every walk of life, the muster has begun. And as the lottery goes on for 17 hours, a mighty manpower is created. Number 158 in Oakland, California, laundry worker Kwang Kwang Fu.
San Francisco and Senior Class President William Bernard Parliament. San Lorenzo and American-born Toshio Okado. At Palo Alto, John Kennedy, the ambassador's son, got the 18th number drawn. L'Angleterre était dans une situation désespérée. Churchill écrivit à Roosevelt, qui venait d'être réélu, « Le pays est à bout, il manque de tout et pire encore, n'a plus d'argent pour acheter ce dont il a besoin. » L'Angleterre ne pouvait plus tenir bien longtemps. Roosevelt avait accompagné la flotte américaine dans les Caraïbes. Il réfléchit au problème de la Grande-Bretagne pendant 2 jours, sans en parler à ses conseillers. Il médita quelque temps et finalement trouva une solution ingénieuse. À son retour, il convoqua la presse et dit « Et si on oubliait un peu cette histoire de dollars ? S'il y a le feu chez le voisin, si vous avez un tuyau d'arrosage, c'est votre intérêt à vous aussi de lui prêter. » C'est comme ça qu'il faut voir le problème. L'Amérique a le matériel. L'Amérique a besoin de la protection et de la sécurité qu'une Angleterre qui se bat peut fournir. On lui prête le matériel et l'Angleterre se bat pour nous en même temps que pour elle. La loi qui permettait d'envoyer des armes en Angleterre, appelée loi Pré-Bail, déclencha une bataille épique, la dernière, entre interventionnistes et isolationnistes. Les partisans de Roosevelt répliquèrent. Le sénateur Claude Pepper était l'homme de Roosevelt au Parlement. The time has come when the decent, God-fearing nations of the earth must rise up and put down international brigandage and piracy, which have today made ours a lawless world. When I introduced the first Land-Lease bill, Quand j'ai déposé le premier projet de loi Pré-Bail et que j'ai commencé à en parler au Parlement et dans le pays, un jour je reçois un coup de téléphone du chef de la police qui me dit « Monsieur le sénateur, que dois-je faire de votre effigie ?»« Quoi ? Votre effigie ? Vous ne saviez pas que vous aviez été pendu en effigie devant le Sénat cet après-midi par un groupe de femmes ?» Je réponds « Non. » J'étais à la tribune. Eh bien, un groupe de femmes a accroché un écriteau sur la poitrine de votre effigie. Claude Benedict Arnold Pepper, archétype du traître dans l'histoire des États-Unis. Elles ont pendu le mannequin à une branche et l'ont menacé du poing jusqu'à ce que la police coupe la corde. But in the Capitol, the historic bill is passed. A night session sees the Senate vote 60-31 for it. Ce fut un combat acharné et d'une certaine façon un tournant dans la politique étrangère des États-Unis. Dans un sens, le débat fut un baroud d'honneur, la dernière grande bataille des isolationnistes. Quand ils furent battus, et très largement dans le scrutin, il devint évident qu'ils n'avaient plus le même poids dans la politique étrangère américaine. Lend-Lease aid for Britain. Billions of dollars worth of war materials underway. La protection des convois était cruciale. Tous les mois, les sous-marins allemands coulaient 400 000 tonnes de bateaux anglais. Peu à peu, la flotte américaine s'engageait dans la bataille de l'Atlantique. Le lieutenant Noah Adair était de quart sur le premier bateau américain touché par une torpille allemande. Je finissais mon quart de 8 heures. J'étais sur la passerelle et j'ai vu une torpille qui passait devant l'étrave. Sur l'arrière, un matelot en a vu une autre passer. Et presque en même temps, nous avons été touchés. L'explosion a touché la chaufferie numéro 1. Elle a été complètement détruite. La torpille a fait un trou de la ligne de flottaison jusqu'à la quille. Il y a eu 11 tués et je crois 21 blessés. Les tués étaient tous dans la chaufferie. As America prepares, the war comes ever closer. On the Atlantic, vast convoys brave sub-infested waters. U.S. patrol planes,
keep ceaseless vigilance. Quand nous étions de convoyage, tout se passait exactement comme si nous étions en guerre. Quand on avait le contact avec un sous-marin, on larguait des grenades. C'était comme si nous étions en guerre. L'été 1941, Roosevelt et Churchill se rencontrèrent dans une base reculée de Terre-Neuve. Depuis bientôt 2 ans, ils avaient entretenu une correspondance de plus en plus intime. Avec leurs conseillers navals et militaires, ils passèrent 4 jours à coordonner leurs plans. They meet, and Mr. Churchill hands the President a letter from the King. The two greatest leaders of the freedom-loving world are ready for the historic conference. Cette rencontre marque le vrai début de l'engagement de l'Amérique et la fin de 20 ans d'isolationnisme. On parla essentiellement du Japon, ce qu'il faudrait faire si le Japon s'unissait à ses partenaires de l'Axe, l'Allemagne et l'Italie. En réponse à l'agression du Japon contre la Chine, Roosevelt avait déjà décrété un embargo sur les exportations de ferraille. Quand le Japon occupa l'Indochine, il arrêta l'exportation de la matière première la plus vitale, le pétrole. Le Japon envoyait des négociateurs à Washington, tandis qu'à Tokyo, le gouvernement mettait au point ses plans de guerre. Les négociations traînèrent sans résultat. Fin novembre, des renseignements interceptés apprirent à Roosevelt qu'une attaque japonaise était imminente, mais personne ne savait où elle aurait lieu. Pearl Harbor, Hawaï. À chaque anniversaire de l'attaque japonaise, la musique de la flotte du Pacifique rejoue les mêmes airs qu'à bord de l'Arizona en 1941. Pour tous les soldats, marins et aviateurs qui étaient à Hawaï, Pearl Harbor, le port des perles, était une affectation agréable. Malgré les avertissements, personne ne croyait que les forces japonaises pourraient traverser la moitié du Pacifique. À cette époque, de n'être que des imitateurs, capables seulement de médiocres copies. Nos militaires étaient convaincus que les Japonais ne pouvaient pas fabriquer des choses de qualité. Ils ne croyaient pas que les avions japonais étaient valables, ni leurs camions, ni leurs machines. Ils ne croyaient pas que les Japonais pouvaient être de bons pilotes de chasse ou de bombardement parce qu'ils n'avaient pas une bonne vue, ils portaient tous des lunettes. En général, on les regardait de haut et on les sous-estimait. À 7h55, le dimanche 7 décembre, les avions japonais lancent une attaque surprise contre Pearl Harbor. 19 bateaux sont coulés ou rendus inutilisables. 188 avions, 3500 hommes tués ou blessés. C'était dimanche. Je me repose à la maison. Un coup de téléphone de la Maison-Blanche me fit savoir que le président voulait me voir de suite. J'ai rassemblé mes affaires. Je suis allé à la Maison-Blanche dans le bureau de mon père. Il était en train de classer sa collection de timbres. Je m'attendais à de l'agitation, du désordre, de la tension. C'était tout le contraire. Tout était calme. Je lui demandais « Pourquoi m'as-tu fait venir ?» Et il me répondit « Parce que la guerre a commencé. » J'avais le sentiment qu'il n'était pas surpris, pas pris au dépourvu ni inquiet. December 7th,
1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Quatre jours après Pearl Harbor, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Tous les ans, une cérémonie du souvenir marque l'anniversaire de l'attaque japonaise. Je crois que les différends ont tout simplement disparu. Jamais un pays aussi profondément divisé n'a été réunifié aussi vite, en quelques minutes. Et si vous me demandez, sans Pearl Harbor, est-ce que nous serions entrés dans la guerre? Quand est-ce que nous serions entrés dans la guerre? Je ne pourrais pas vous répondre, je n'en sais rien. Les Japonais ont fait la plus grande bêtise de leur histoire.